C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Aujourd'hui, un épisode solo. Comme à l'habitude, je suis Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing à la firme Marketing, et on se lance dans un épisode nommé Plan marketing pour la prochaine année, 3 mois pour bien se préparer. On lance l'épisode ce matin, le 1er octobre. Évidemment que je l'ai enregistré un petit peu plus tôt, mais on se disait qu'un épisode important pour le 1er octobre en serait un qui parle de la fin d'année. Donc, pour la majorité d'entre vous, il reste 3 mois avant la fin d'année, soit le 31 décembre, et le début de la prochaine, le 1er janvier. C'est cute parce que moi, à la firme, mon année fiscale ne correspond pas aux années. Donc, je fais cet exercice-là toujours un petit peu plus tôt parce que ma nouvelle année, j'entame l'année 6 bientôt de la firme, l'année fiscale numéro 6. Et donc, j'ai fait ce travail-là dans le mois dernier. Alors, je me disais, c'est chouette, je vais partager ce sur quoi moi j'ai travaillé, comment je m'y suis prise pour que vous puissiez aussi donner une twist particulière à l'année qui s'en vient et réussir à concrétiser vos ambitions les plus wow, là, celles qui vous habitent, celles qui vous animent, celles que vous ressentez physiquement à l'intérieur de vous. C'est drôle parce que moi, j'arrive ce matin, c'est drôle, ça l'est pas. J'ai enregistré cet épisode-là une première fois et il y a des changements dans l'outil qu'on utilise pour enregistrer le balado et ça n'a pas enregistré. Alors, j'ai eu une pratique. Je pourrais être vraiment fâchée parce que j'ai pas le temps d'enregistrer 2 fois le même épisode, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors, j'essaie de le voir en riant puis de me dire que j'ai eu une première pratique. Avant de plonger dans l'épisode, nous, à la firme, je veux nommer que le balado J'aime ta compagnie est une initiative en temps, en argent et en énergie de notre micro-entreprise. Donc, c'est notre équipe. Nous, on est 2 employés. Pour l'instant, on se fait aider d'une pigiste à l'externe aussi pour arriver à sortir un épisode par semaine. Ce sont que nos efforts et notre argent et notre temps qui font que le balado existe. Alors aujourd'hui, je prends 2 minutes pour vous demander votre soutien. Si vous écoutez le balado, si vous avez réussi à avancer grâce au balado, à vous laisser inspirer, à prendre de meilleures décisions, ça nous aide grandement quand vous prenez le temps de partager que vous écoutez le balado sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez le balado dans vos conseils d'administration, dans vos groupements d'affaires, quand il y a un sujet qui est pertinent pour quelqu'un d'autre, et bien sûr, quand vous allez commenter, partager nos publications réseaux sociaux. Et l'ultime soutien, c'est réellement d'aller vous abonner sur votre plateforme d'écoute. C'est ça qui nous aide à assurer le rayonnement du balado. Puis comme déjà la production de sortir un épisode par semaine, c'est très, très énergivore. Ça demande beaucoup de ressources ici, mais pour assurer le rayonnement du balado, d'avoir votre soutien, ça vaut de l'or pour nous. Alors, merci à ceux qui le font déjà. Puis si mon petit mot vous invite à le faire à votre tour, eh bien, j'aurai réussi aujourd'hui. Alors sur ce, avant de plonger dans comment on fait étape par étape pour se donner un bon plan marketing pour l'année qui s'en vient, je vais vous partager 3 erreurs que je vois couramment. Nous, à la firme, c'est ça qu'on fait, c'est notre gagne-pain des plans marketing, des plans d'action, des plans de développement des affaires. Puis il y a 3 erreurs qui reviennent constamment. Soit la première, faire son plan marketing après que l'année soit commencée. Ça, c'est vrai pour l'année, la saison, le trimestre, le mois, la journée. C'est jamais bon de se dire au jour 1, bon, là, faut que je me donne un plan de match. Là, faut que je fasse mon plan marketing. On s'entend qu'il vaut mieux planifier ça et arriver prêt dès le jour 1. Je ne compte pas le nombre de personnes, puis continuez de venir nous voir, continuez de venir nous voir à la dernière minute, mais le nombre de personnes, d'entrepreneurs, d'organismes qui cognent à notre porte pour un plan marketing,
pour l'automne alors que l'automne est commencé. Pour une année donnée alors qu'on est comme mi-février, puis là c'est ça nous prend un plan pour cette année. Là, mais ce que ça fait, c'est qu'on va vraiment à la course et on n'a pas le temps de bien faire. Tout le monde fait son max, mais on passe à côté de plein de belles opportunités quand on fait un plan marketing à la course. L'erreur numéro 2 qu'on voit souvent, c'est durant les 3 derniers mois de l'année, on voit que les gens veulent donner une go sur l'année en cours. Mais malheureusement, il est trop tard. L'année en cours, elle est terminée. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes très, très en retard là, sur le plan de vos ventes ou que vous n'avez pas réussi à combler un poste important dans l'équipe, il reste 3 mois, oui, mais nous, ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est réellement prendre ces 3 mois-là pour bien planifier la prochaine année. Et puis là, je vous dis pas de dormir au gaz, là. On s'entend que toutes les actions marketing que vous aviez mis à l'horaire, faites-les. Mais je veux dire, c'est pas le temps de paniquer puis d'en donner 3 fois plus. Le temps supplémentaire qu'on a, l'énergie supplémentaire, c'est pas pour donner plus d'efforts sur l'année en cours, mais pour bien réfléchir à l'année qui s'en vient et bien la préparer. Puis ça, ce que ça fait aussi, là, c'est que vous allez l'observer, plus vous allez vous planifier à l'avance, plus vous allez clarifier là où vous vous en allez, mais plus il y a des solutions qui vont venir à vous de façon un peu magique, avec aisance. Vous allez prendre une marche, vous allez la partie de soccer de votre enfant. Vous êtes assis à une table entre amis au 5 à 7, puis hop, il y a une idée qui vous vient, une belle piste de solution. Mais pour ça, il faut se laisser le temps de laisser venir ces actions-là à nous, ces solutions-là à nous. Puis si on garoche, entre guillemets, notre plan marketing, on n'a pas cet espace pour laisser venir à nous les bonnes idées et la clarté. La troisième erreur qu'on observe ici à la firme quand vient le temps de faire un plan marketing, c'est que les gens se lancent tout de suite dans les actions, dans les tactiques, sans savoir pourquoi. Par exemple, on va se dire, maintenant, on va ouvrir une page LinkedIn. On va acheter un kiosque dans telle foire commerciale cette année. On va lancer un nouveau produit, ça va pogner ça, le concurrent fait ça, nous aussi, on va faire ça. Et là, on oublie pourquoi on choisit d'investir tant d'argent et énergie sur X ou Y priorité. Alors, c'est vraiment important avant d'aller dans les tactiques, de se donner un cadre décisionnel, de réfléchir et c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vous invite soit à vous poser en ce moment, papier, crayon, vous pouvez faire pause sur le balado pour prendre le temps de répondre aux différentes questions que je vais soulever ce matin. Moi, je suis le matin. Je ne sais pas si vous êtes le matin chez vous ou est-ce que le balado vous rejoint. Ou encore, vous pouvez vous planifier 1 heure ou 2 dans la semaine à venir, 1 heure ou 2 calme, dans un lieu qui vous inspire. Ça peut être en nature, dans votre café préféré, dans une pièce chouchou à vous pour vous inspirer. Puis ça se veut un moment non interrompu où vous allez avoir de l'espace et du temps pour vous entendre penser. Donc, je commence avec la première étape. Comment on fait pour profiter des 3 mois qui nous restent pour se donner un plan marketing extraordinaire pour l'année qui s'en vient? Mais d'abord, on veut faire l'exercice de la situation actuelle versus la situation souhaitée. Donc, on commence par la situation actuelle. Il peut s'agir de l'année qui se termine ou des 5 dernières années. D'un point de vue qualitatif, vous pouvez réfléchir à quels ont été vos bons coups. Quels ont été vos plus grands apprentissages? Alors moi, je le sais, par exemple, cette année, j'ai pris certaines décisions que je qualifierais, entre guillemets, de moins bonnes que les autres, pour ne pas dire mauvaises. Ces erreurs-là m'ont coûté vraiment très cher, mais me rapportent énormément sur le plan des apprentissages. Alors, quels apprentissages vous avez fait d'un point de vue quantitatif, vos résultats clés? Vous vous étiez sûrement donné des objectifs dans les 5 dernières années ou dans la dernière année. Est-ce que vous avez atteint ces objectifs-là? Avez-vous généré les résultats clés ou non? Puis, par la suite, de l'autre côté du papier, lister, c'est quoi la situation souhaitée? Personnellement, moi, je prends tout le temps de me fermer les yeux, puis là, je sais que ça va sonner wou-wou, là, mais ne vous arrêtez pas à ça, OK? Si vous sentez de la résistance en vous, restez avec moi. Souvent, moi, quand vient le temps de planifier ou de coucher sur papier ma situation souhaitée, mes premiers réflexes en moi en sont des réflexes de peur. Puis là, je me livre sur le plan personnel. Ça veut pas dire que votre réalité, c'est ça. Mais ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est d'observer quels sont vos premiers réflexes liés peut-être à certaines blessures, à l'éducation que vous avez eue, à certains échecs, ou peu importe. Ce qui fait de vous que vous êtes vous. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a des premiers réflexes défensifs qui vont s'élever en vous quand vous allez réfléchir à votre situation souhaitée. Puis c'est important de calmer ça pour réellement toucher à vos sincères aspirations. Moi, ce que je fais, je me ferme les yeux, je prends quelques 5-6 respirations profondes, je prends le temps de me poser,
Puis là, je vois qu'est-ce qui monte. Puis moi, chez moi, c'est toujours de la peur. J'ai peur de manquer de temps, d'argent, d'énergie. Puis ma situation souhaitée va être pour rassurer ma peur, pour dire, OK, tu vas pas manquer de temps, d'argent et d'énergie. Mais quand j'arrive à me placer dans une posture où je suis convaincue que je vais pas manquer de temps, d'argent et d'énergie, mais là, j'arrive toucher à quelle est la réelle année que je souhaite créer, qu'est-ce que je veux bâtir pour de vrai, pas pour rassurer mes peurs, mais pour être une bâtisseuse, pour créer quelque chose. Alors là, vous pouvez aussi, d'un point de vue qualitatif, quantitatif, en mettre sur clarifier votre vision de votre situation souhaitée. En 2, c'est pas très compliqué, on se donne un objectif très concret. OK, là, on est allé en hauteur, situation actuelle versus souhaitée. Comment on se traduit ça en objectif clair? Puis moi, la meilleure question pour me guider, c'est celle que je pose à tout le monde en rencontre de démarrage de projet, en rencontre exploratoire. C'est on va popper le champagne ensemble au 31 décembre, si quoi? Là, répondez-moi pas, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour popper le champagne. Amenez la bouteille qu'on en poppe une ensemble ici. Mais blague à part, prenez le temps de dire, on va célébrer le 31 décembre prochain ça serait dans une quinzaine de mois. Si quoi? Et puis là, ça nous permet de nous transformer en objectif. Par exemple, moi, à la firme, j'observe que je dois placer des coussins financiers dans mon organisation pour la stabiliser. Donc, c'est sûr que les objectifs à venir en seront des objectifs de stabilisation, de placer les choses. Je vais pas me dire, je veux ouvrir 4 nouveaux bureaux de la firme cette année. C'est pas du tout ça mon objectif, parce que dans ma situation souhaitée, j'ai clarifié que je veux un peu plus de robustesse, de stabilité dans l'organisation pour me donner confiance, pour bâtir plus par la suite. Alors ça va être mon objectif, mais vous allez popper le champagne si quoi dans 15 mois. Maintenant, je vous amène en étape 3. Comment vous allez mesurer que vous avez réussi? Quels sont les indicateurs clés, quantitatifs, tangibles, sur lesquels vous allez pouvoir poser vos yeux tout au long de l'année pour vous assurer que vous avancez dans la bonne direction? Je l'ai dit souvent, j'ai fait un épisode sur la question, moi j'appelle ça mes garde-folles à la firme. Ici, je vous invite à réfléchir à des indicateurs clés très macro, très en hauteur. Parce que un des pièges en indicateur, en KPI, c'est qu'on peut devenir très micro-gestionnaire, puis là, on voit plus clair. Alors, minimalement, 2-3 indicateurs clés qu'on mesure tous les premiers du mois pour voir est-ce que je vais atteindre mon objectif en fin d'année ou pas. Personnellement, à la firme, moi, il y en a 3 qui sont très importants. D'abord, le nombre de rencontres exploratoires. Est-ce que il y a des mondes qui viennent, qui nous demandent des devis, puis est-ce que ces gens-là sont qualifiés? Est-ce que ces gens-là sont des clientèles idéales? Est-ce qu'ils nous appellent pour les bonnes choses? Est-ce qu'ils nous appellent pour notre expertise à la firme? Donc ça, je mesure ça. Ensuite, est-ce que je vends quelque chose à quelqu'un? Donc, est-ce que ça se traduit en conversion? À court terme, moi, je m'intéresse surtout à mes revenus bruts mensuels. Puis finalement, au nombre de mandats récurrents. Donc, est-ce que j'arrive à fidéliser mon monde? Tu sais, mes clients, wow, est-ce qu'ils signent pour un 2e, 3e, 4e mandat avec la firme? Donc ça, ce sont mes 3 données clés qui me permettent de mesurer est-ce que tous les efforts marketing, de développement des affaires dans lesquels on investit à la firme en équipe, est-ce que ça donne ces 3 résultats-là? Oui ou non? Puis quand c'est un non, on peut laisser aller en cours d'année. Maintenant qu'on a clarifié notre situation actuelle versus la situation souhaitée pour notre entreprise ou notre organisation, qu'on a réfléchi à notre objectif, à comment on allait mesurer le tout, eh bien, je vous invite à mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous freine à générer ces résultats clés-là? Qu'est-ce qui freine l'atteinte de l'objectif que vous vous donnez? Vous avez l'expérience de votre entreprise, de votre organisation. Si vous mettez des lunettes très, très pragmatiques, là, disons que vous vous donnez un rôle de consultant pour votre propre entreprise ou votre propre organisation, qu'est-ce qui vous empêche de générer ces résultats-là à court terme? Est-ce que vous manquez de clients? Est-ce que vous vendez pas assez? Est-ce que vous avez besoin de financement? Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher des collègues plus qualifiés, des employés plus qualifiés avec certaines expériences ou compétences déjà actives en eux? Est-ce que vous devez aller chercher des administrateurs de plus haut niveau pour votre conseil d'administration? Est-ce que votre équipe est wow, les individus sont là, mais il leur manque des compétences? Donc, c'est important d'identifier qu'est-ce qui manque en 4 pour générer les résultats clés, pour atteindre votre objectif d'ici la fin de l'année. Et en 5, les freins que vous avez identifiés,
vont pouvoir être transformés en stratégie. On va se donner l'exemple où, dans une entreprise X, le frein, c'est que l'organisation arrive à attirer des grands talents, mais les grands talents ne restent pas. Donc, on va transformer ce problème-là en stratégie. Quand les gens, les de talent, viennent travailler pour nous et nous quittent, c'est un problème de fidélisation. Alors, ça veut dire qu'au courant de l'année, on va choisir une stratégie de fidélisation pour garder nos gens dans l'équipe et donc atteindre nos résultats clés. Ça, c'est si bien sûr, on s'est dit, mon plus grand frein à générer mes résultats clés puis à atteindre mes objectifs de développement des affaires, c'est de garder mes plus grands talents. Alors, c'est après qu'on va pouvoir s'intéresser à quelles tactiques je mets en place, justement, pour fidéliser les meilleurs. Alors, en 5, c'est vraiment de prendre chaque frein et d'arriver à transformer ça en une stratégie qu'on va pouvoir mettre en place pour y arriver. En 6, là, je pense que vous allez m'aimer. On va aller sur le plancher des vaches. On va devenir de plus tangible, pratico-pratique. En 6, je vous invite à travailler sur le parcours client. Dans l'exemple que je donnais plus tôt, disons que le frein, c'est que on n'arrive pas à fidéliser les plus grands talents. On investit en formation de personnes wow qui nous quittent. Et là, on se dit, OK, ça me prend une stratégie pour fidéliser mes plus grands talents. Mais on va prendre le persona du plus grand talent et on va cartographier son parcours client dans l'organisation. Et ça va nous permettre de mettre le doigt sur le bobo. Et si quand je parle de cartographier le parcours client, vous dites, oh mon Dieu, mais de quoi elle parle? Quel jargon? Je m'y perds. Ben, ça veut probablement dire que vous êtes nouveau sur le balado. Je vous invite à aller dans les notes d'épisode. On va mettre le lien non seulement vers un épisode qui explique le parcours client au complet, mais sachez que mon équipe et moi, on a créé un épisode par pilier marketing. Si, par exemple, dans l'exemple qui nous concerne ici, c'est un problème de fidélisation, eh bien, il y a un épisode qui parle du pilier de la fidélisation qui va vous donner des trucs et astuces sur comment on fait pour fidéliser nos clientèles idéales. Dans ce contexte-ci, la clientèle idéale, c'est un employé. Donc, à ce moment-ci, je vous invite, si vous êtes familier avec le concept du parcours client, cartographiez tout ça. Si vous avez besoin d'une ressource de notre plan, allez sur le site ou googlez parcours client, la firme marketing, vous allez tomber sur notre billet qui a la cartographie du parcours client. Donc, vous pouvez voir à chacune des étapes, est-ce que je fais une bonne job pour attirer les employés idéaux, pour leur offrir une expérience optimale d'intégration, pour les fidéliser. Puis là, vous allez voir les bobos et c'est ça que vous allez pouvoir traduire en action marketing dans votre plan d'action. OK? On cartographie, on voit les opportunités d'amélioration, puis on transforme les manquements en action marketing ou en projet marketing dans lesquels on va investir temps, argent et énergie dans l'année à venir. Le point numéro 7, le dernier et non le moindre, point hyper important, on doit opérationnaliser le développement. On le répète souvent dans nos épisodes de balado, le nerf de la guerre, c'est d'arriver à assurer le plein développement de l'entreprise ou de l'organisme tout en assurant que les opérations roulent fluidement, que tout est bien fait avec qualité. Et ça, c'est pas nécessairement évident. Quand on pense opération, on pense à ce qui est à l'horaire, ce qui est à faire pour nos clients, pour nos usagers, pour que l'organisme ou pour que l'entreprise roule rondement. Et puis souvent, c'est plus court-termiste les opérations. C'est, ce matin, je suis une dentiste, j'ai 8 clients à mon horaire. Donc ça, c'est des opérations. Je dois voir mes patients un après l'autre. Les salles doivent être propres. Mes instruments doivent être désinfectés. Je dois avoir suffisamment de matériel. Je dois avoir des collègues qui viennent me soutenir pendant mes interventions de dentiste. Donc ça, on est dans le opérationnel court-termiste. Et si on ne planifie pas le développement, mais qu'est-ce qui va arriver à notre dentiste ou à vous dans votre quotidien? C'est que vous allez rester pris comme un petit hamster qui continue de faire ses opérations, qui roule dans la roue, qui s'essouffle, mais pour lequel l'entreprise ou l'organisme n'évolue pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut distinguer les opérations du développement. En contrepartie, le développement, c'est réellement de dire qu'on va mettre du temps, de l'argent et de l'énergie à créer quelque chose qui est important, mais non urgent. Quand je dis non urgent, c'est qu'il n'y a rien qui crie comme « il faut le faire ce matin ». Donc, ça doit être un choix conscient de dire « ce matin, je mets 3 heures sur du développement », même si je pourrais avoir 3 patients dans ma clinique de dentiste, mais je vais dire « j'enlève ces 3 patients-là, je les place ailleurs pour me garder un 3 heures pour mon développement ».
Et quand on fait du développement, on crée quelque chose qui n'existe pas. Alors, on peut pas parfaitement planifier, on peut pas parfaitement mettre ça à l'horaire, puis dire ça va être fait en 3 heures. Souvent, on débroussaille, un peu comme quand on ouvre un sentier dans une forêt. On pourrait faire cette métaphore. Ouvrir le sentier ou marcher dans le sentier, c'est deux choses différentes. Alors, dans une semaine donnée, vous devez vous garder du temps pour ouvrir le sentier et du temps pour amener des excursionnistes dans vos sentiers ouverts. Ça serait vos opérations. Et puis, si vous ne faites pas du temps pour ouvrir des sentiers, bien, vous allez toujours amener des excursionnistes dans les sentiers existants, puis vous allez jamais prendre le temps de vous élever pour voir est-ce qu'on peut faire mieux avec notre montagne et nos sentiers, et est-ce que moi, comme individu gestionnaire entrepreneur, j'aime ces sentiers-là? Est-ce que je veux continuer de marcher dans les sentiers ou est-ce que je veux que d'autres personnes fassent ça pour moi pendant que j'ouvre des sentiers, etc. Vous comprenez l'idée. Si on reprend notre exemple des employés qui quittent, les employés de talent, probablement qu'on s'est donné comme projet marketing de trouver 3 tactiques, actions pour les fidéliser. On pourrait entre autres dire, bon, ben on va faire des entrevues de départ à ceux qui quittent pour comprendre qu'est-ce qui est derrière ça de façon transparente, de façon riche. Est-ce que, par exemple, il y a un leader toxique quelque part dans mon organisation? Est-ce que les gens sont pas assez rémunérés? Est-ce qu'ils ont trop de travail ou pas assez, ils s'ennuient? Faut mettre le doigt sur le bobo. Puis, on pourrait dire aussi, deuxième projet marketing pour fidéliser, de dire on va organiser des one-on-one, des rencontres individuelles entre chaque gestionnaire et ses subordonnés une fois semaine pour prendre le pouls. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, comment je peux t'aider comme gestionnaire pour faciliter ton travail. Ces 2 projets marketing-là, ce sont du développement. Ça n'existe pas. On n'a pas un programme d'entrevue de départ avec les questions, avec le processus. On n'a pas de programme de rencontre 1 à 1 dans l'organisation avec un processus, avec une liste de questions qu'on veut poser. Et donc, on devra consacrer du temps de développement à bâtir ces 2 processus-là, à les intégrer dans l'équipe, à former nos gestionnaires, à nous assurer que c'est fait, à prendre la rétroaction autant des gestionnaires que des employés pour voir comment on peut améliorer ces 2 processus-là. Puis ensuite, ça va devenir des opérations et ça va faire de la place en développement pour d'autres projets marketing. Mais vous voyez dans ce cas-ci comment 2 actions qui pourraient être considérées comme typiquement RH en sont de marketing finalement, parce qu'on s'est rendu compte plus tôt dans notre réflexion que ce qui freine l'atteinte des objectifs, c'est de garder nos meilleurs employés, nos meilleurs talents. Donc, j'ai essayé de trouver un exemple qui est très loin de la publicité, des logos, des sites web. Mais c'est correct, là, si vous voulez refaire votre site web, votre logo. Mais, voyez très, très clair dans ce que vous voulez réellement créer et quels sont vos vrais freins à atteindre vos objectifs de développement des affaires. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma compagnie aujourd'hui. J'espère que je vous ai inspiré à savoir pourquoi vous priorisez telle ou telle action marketing et que je vous ai donné le goût de planifier votre plan marketing pour l'année à venir, de vous donner le temps, l'espace de réellement identifier quelles sont vos priorités à adresser, quels sont vos projets marketing pour l'année prochaine et comment opérationnaliser tout ça, comment mobiliser votre équipe à vous soutenir là-dedans, comment arriver à vous assurer que ces actions-là sont mises en place. C'est cute parce que moi, j'ai fait l'exercice pour moi-même dernièrement, puis je me rendais compte que comme on est une micro-entreprise, il y a énormément de la pression du développement qui est sur mes épaules. Puis, j'ai trouvé différentes solutions. Par exemple, j'ai engagé une pigiste à l'externe pour m'aider dans mon projet de développement d'une application numérique sur laquelle on travaille à la firme. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'imprévus comme gestionnaire d'entreprise que je n'arriverai pas à bâtir mon minimum viable, à gérer le projet, la conception de la base de cet outil-là, de faire toutes les rencontres avec nos clients testeurs pour tester en phase 1 notre minimum viable. Et donc, j'ai confié ça à une collègue que j'adore, une collègue très senior qui peut prendre ça en charge au jour 1 à l'externe et assurer que le projet avance. Tandis que moi, à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir participer à un incubateur, par exemple, pour développer mon outil, à commencer la pré-commercialisation, à commencer certaines démarches que je n'aurais pu faire si j'étais en rencontre 1 à 1 en test, alors que ça peut être confié à l'externe. Donc, je vous invite vraiment ici à vous amuser dans ce que vous voulez créer, comment vous allez le créer, mais surtout, faites-le.
allez au bout des choses. Laissez pas dormir votre plan marketing, OK? Faut vraiment arriver à opérationnaliser notre vision. C'est beau parce que moi, ce sont mes épisodes préférés, là où la vision et la concrétisation des actions se rencontrent. Alors, j'espère sincèrement vous avoir inspiré à oser. Donnez-nous des nouvelles de votre réflexion pour l'année à venir. Vous pouvez simplement nous écrire au bonjour@lafirme.marketing ou encore en message privé sur les différents réseaux sociaux. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle réflexion et je vous dis à la semaine prochaine.